On le sait, le climat est en plein changement et nos émissions de gaz à effet de serre doivent réduire pour limiter les effets négatifs. Mais ce n'est pas tout d'acheter une voiture moins polluante ou de recycler. Les grandes entreprises doivent également faire leur part. Et pas seulement pour le bien commun. L'entreprise elle-même prend des risques si elle n'adapte pas sa stratégie. Après tout, quel serait l'avenir d'une entreprise qui se concentre uniquement sur le charbon dans un monde où l'on cherche à se passer des énergies fossiles ? Si votre banquier vous propose d'investir dans une entreprise pour votre retraite, aimeriez-vous connaître ce genre de risque ? Surtout, est-ce que les entreprises divulguent ces informations ? On parle divulgation d'informations climatiques dans cette Minute Éclair. Existe-t-il une obligation d'information climatique d'une entreprise envers les investisseurs ? Vous ne vous sentez peut-être pas concerné quand on parle d'investisseurs, mais si vous avez des placements à la banque ou si votre employeur investit pour vous dans un régime de retraite, vous dépendez d'investissements. Et les changements climatiques, dont on ressent de plus en plus les effets, ils représentent des risques importants pour les entreprises. Les entreprises sont-elles obligées de divulguer ces risques aux investisseurs ? J'ai posé la question à Sarah Couturier-Tano, analyste senior chez Share, un organisme sans but lucratif qui informe les investisseurs sur les questions environnementales et sur les enjeux institutionnels et de gouvernance. Il n'existe pas de normes contraignantes et spécifiques qui obligeraient les entreprises à publier des informations sur le changement climatique. Cela dit, il existe quand même des obligations qui sont plus générales en matière environnementale. Au Canada, les entreprises, elles doivent informer les investisseurs de manière régulière sur différents types de sujets, inclusivement les problématiques environnementales dans ce qu'on appelle la notice annuelle et le rapport de gestion, qui sont deux documents financiers. À titre d'exemple, la notice annuelle, elle doit comprendre une description des politiques sociales ou environnementales que la société a mises en œuvre et qui sont fondamentales pour ses activités, mais aussi les facteurs de risque environnementaux et sanitaires qui sont susceptibles d'affecter les activités de l'entreprise. Bien que ces normes générales ne soient pas suffisantes pour satisfaire le besoin d'information des investisseurs, elles représentent quand même un minimum d'informations pour qu'ils puissent effectuer leur devoir de diligence. Que peuvent faire les investisseurs si l'entreprise ne leur fournit pas une information adéquate ? Bref, les entreprises n'ont pas d'obligation spécifique, mais elles ont quand même un devoir général envers leurs investisseurs. Mais si l'entreprise ne coopère pas, on fait quoi ? Comme dans tout conflit, la première étape, c'est le dialogue. Si un investisseur estime qu'il n'a pas reçu une information adéquate, il a toujours la possibilité de contacter l'entreprise et d'avoir un dialogue privilégié avec celle-ci. Donc, au cours de ce dialogue, l'investisseur cherchera à convaincre l'entreprise de publier des informations qu'il juge pertinentes et qui vont lui permettre de mieux comprendre les plans et les objectifs qu'elle s'est fixés en matière de changement climatique. Il est aussi souvent demandé à ce que l'entreprise divulgue des indicateurs chiffrés permettant d'attester les progrès réalisés, comme l'évolution de son bilan carbone. Toutefois, si le dialogue ne fonctionne pas, l'investisseur doit se tourner vers des recours judiciaires et ce n'est pas si simple. Sarah nous donne l'exemple des recours disponibles contre une entreprise qui serait enregistrée à la bourse de Toronto. Le premier recours qui s'applique est celui basé sur l'Ontario Securities Act. Le recours basé sur l'Ontario Securities Act requiert que l'investisseur obtienne une autorisation de poursuivre, c'est-à-dire qu'il doit prouver que 1. L'action est intentée de bonne foi et 2. Qu'il doit être raisonnablement possible que l'action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur. Ce recours il a été conçu par le législateur pour se prémunir des recours opportunistes qui sont vraiment perçus comme une nuisance, notamment aux États-Unis. Et pour cela, il a été introduit un mécanisme de protection qui va limiter les recours indésirables. C'est l'obtention d'une autorisation de procéder par un juge. Donc cette condition préliminaire, elle est relative au bien fondé d'une action et elle est vraiment à l'origine de l'impopularité de ce recours. L'autre recours possible est celui basé sur la common law. Le recours en common law, c'est un recours en délit de déclaration inexacte par négligence ou par fraude. Contrairement à ce que requiert le premier régime de responsabilité, celui-ci il repose sur le droit canadien de la responsabilité délictuelle et il se caractérise par un fardeau de preuve plus élevé pesant sur le demandeur. Plus élevé car le demandeur doit être capable de démontrer plusieurs éléments dans une obligation de diligence fondée sur un lien spécial entre l'auteur et le destinataire de la déclaration. Autrement dit, entre celui qui a fait une déclaration fausse, inexacte ou trompeuse
et celui qui a porté le recours. Par ailleurs, l'investisseur doit également démontrer l'existence d'un préjudice, entre autres choses. Et ce recours nécessite la démonstration de nombreuses preuves qui également rendent les tentatives vraiment très compliquées pour l'investisseur. Les recours existants sont-ils suffisants pour faire face aux enjeux de la crise climatique ? On voit donc qu'il y a beaucoup de limites au niveau des recours disponibles. Devant l'ampleur de la crise climatique qui se dessine, on peut se demander s'ils sont suffisants. Les circonstances juridiques, elles ont des effets vraiment très lourds sur la motivation des investisseurs à tenter leur chance devant les tribunaux. Et compte tenu des risques que représente la crise climatique pour les investisseurs, à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle de leur portefeuille de gestion, les régimes en responsabilité qui existent aujourd'hui ne sont clairement pas suffisants pour garantir à l'investisseur gain de cause s'il estime être lésé par le manque d'informations et pour encourager les entreprises à produire une information climatique qui est exacte et de qualité. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a aucune affaire majeure qui a marqué l'actualité juridique canadienne, alors même qu'il existe un corpus de règles juridiques applicables et que le niveau global d'information qui est produite par les entreprises est généralement très basse. Bref, les recours actuels sont clairement insuffisants. Heureusement, certains pays font mieux et pourraient nous inspirer. On pourrait imaginer des mécanismes qui seraient plus simples ou qui s'inspirent de ce qui existe déjà aux États-Unis. Alors déjà, le recours américain, il n'est pas subordonné à l'autorisation de procéder. Ensuite, comme au Canada, le recours américain nécessite que l'investisseur démontre qu'il existe un acte de confiance entre l'investisseur et l'émetteur de l'information, sauf qu'aux États-Unis, il est possible de démontrer cet acte de confiance en utilisant la théorie de la fraude sur le marché qui reconnaît simplement que les investisseurs peuvent subir des pertes du fait de déclarations trompeuses compte tenu du caractère ouvert et liquide des marchés. Les informations produites par les entreprises ne sont pas suffisantes pour évaluer le risque climatique et les recours disponibles sont très limités. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas accidentel, car certaines entreprises cherchent à retarder l'adoption de mesures climatiques en ayant recours au lobbyisme climatique. Notre invitée Sarah Couturier-Tanoh a d'ailleurs produit un rapport fascinant sur le sujet que je vous invite à lire sur le lobbyisme responsable. De plus en plus de personnes sont engagées dans la lutte contre les changements climatiques. Et si l'action individuelle est importante, nous aurons également besoin d'efforts réels des entreprises. Des mesures concrètes sont en cours, mais ce dont nous avons maintenant besoin, ce sont de moyens juridiques adaptés pour nous en assurer.